Intégral Placement, les réponses aux questions. Et nos Nobel du Conseil, ce sont Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel pour répondre à vos questions. Quoi? C'est très en vert, moi. Le Nobel. J'ai pas touché mon prix, moi. Bon, le Nobel du service. Bon, on va démarrer tranquillement. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Donc, qui répondent à vos questions. Envoyez-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com. On y va, messieurs? Allons-y. Vous êtes prêts? Cette première question tient pour vous, Stéphane. Cédric, un de nos auditeurs, se demande, suite à une succession, s'il a encore intérêt à investir en immobilier, en particulier en SCPI dans l'assurance vie. Il s'inquiète d'une imposition à l'IFI sur les SCPI en assurance vie. Bon, d'abord, il faut le féliciter, parce que d'être imposé à l'ISF ou à l'IFI, c'est pas une mauvaise nouvelle dans l'absolu, donc ça va être une succession relativement confortable. Mais une fois qu'on a dit ça pour le clin d'œil, alors oui, en effet, il y a, et je le déplore, toujours peu de pertinence dans ce qui a été annoncé sur qu'est-ce qui va être dans le futur IFI et qu'est-ce qui va donc sortir de cette base taxable, et tout ce qui touche à l'immobilier, qu'il soit matérialisé ou dématérialisé, semble rentrer dans le futur IFI. Je dis semble parce que les lobbies vont se mettre en place et qu'à mon avis, il va y avoir un peu de mouvement. Et qu'il y a encore tout le débat parlementaire. Exactement. Et tout ce qui va être... Et la saisine du Conseil constitutionnel. Exactement. Tout ce qui va être SCPI, OPCI, tous ces fonds fonciers, qui donc sont finalement pas de l'immobilier que moi je vais considérer comme de l'immobilier direct. En gros, vous n'êtes pas propriétaire d'un bien ou de plusieurs biens en titre nominal. Vous allez acheter des parts de sociétés qui sont elles-mêmes détentrices d'immobilier. Ne me semblait pas comme ça de visu forcément taxable à l'ISF. Bon, dans le cadre de Cédric, c'est ça? Dans le cadre de Cédric, Je m'appelle Cédric. Ouais. Oui, là aujourd'hui, dans l'état actuel de ce qui a été annoncé, s'il choisissait d'intégrer en part de SCPI, que ce soit en direct ou au travers d'une assurance vie, IFI, vraisemblablement, il serait susceptible d'être à l'IFI. Sauf que se pose aussi la question pour l'assurance vie que ce n'est pas le titulaire du contrat qui est détenteur des parts de SCPI quand Mais l'assureur, exactement, d'où le fait que ce soit liquide au sein d'un contrat assurance vie. C'est exactement ce que je disais, je voulais pas être aussi technique, mais bah oui, mais c'est ça. C'est qu'en gros, il va y avoir des problématiques juridiques, c'est là où Christian a bien rappelé, constitutionnelles même, qui vont bloquer. Alors maintenant, pour faire une réponse très rapide là-dessus, lui donner un conseil, on est dans la période là où on va se poser la question de faire une dernière déclaration ISF classique peut-être, et comment on va faire pour cette future déclaration IFI. Moi j'ai une astuce à donner, qui n'est pas une astuce hyper nouvelle, mais dans ces cas-là, qu'il veut faire de la SCPI, qu'il n'a pas forcément besoin de revenus à très court terme, ce qui semble être le cas, c'est quand on choisit la SCPI comme exemple, on a du temps, et bien qu'il le fasse, mais dans ces cas-là, en démembrement. Donc il achète des parts de SCPI en direct, en nue propriété. Il n'achète que la nue propriété. Il s'engage sur 5, sur 7 ou sur 10 ans. Donc vous les achetez moins cher en plus? On les achète moins cher, forcément, puisqu'on ne va pas bénéficier des revenus, puisqu'on va on va vendre finalement l'usufruit à un tiers. L'idée, c'est que simplement, vous vous garantissez, entre guillemets, de ne pas avoir de fiscalité sur l'ISF, puisque c'est l'usufruitier qui porte la déclaration ISF et non pas le propriétaire. Aucune gestion. Et théoriquement, vous vous garantissez au préalable une espèce de rendement moyen du fait que simplement vous avez payé moins cher et que si vous le divisez par le nombre d'années où vous allez le détenir, vous avez un rendement assuré moyen. Donc, structurel. Pour continuer d'investir dans les SCPI en échappant à l'IFI, donc démembrement. Je pense que c'est pour l'instant une des bonnes idées. Mais il faut oublier le rendement pendant quelques années. N'allez pas liquider votre patrimoine pour le faire. Si vous avez des sommes d'argent qui arrivent et que vous ne savez pas comment faire, autant le faire en démarrage. Christian n'a pas l'air du tout d'accord. Non, et pas du tout, quoi. Il trouvait ça ridicule. Je voyais votre visage. Pourquoi pas, mais la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller sur les SCPI? Donc là, manifestement, bon, c'est un auditeur qui a hérité d'une somme conséquente. Pourquoi pas les SCPI, mais à titre de diversification? Je pense que l'immobilier est quand même cher aujourd'hui. C'est un placement sur lequel il y a pas mal de frais. Donc pourquoi pas à titre de diversification pour 5, 10, 15% de son épargne, mais pas davantage. Je suis d'accord. Bon, on passe à la suivante, c'est Raphaël. Vous a cassé, hein, quand même. Non, mais je ne fais que répondre à la question. Moi, je suis factuel. Mais il a raison, Cécile. Bon, Raphaël vit à Londres et détient en France un PEL de 15 ans qui continue à lui rapporter 4,6% et elle se demande, il y a deux LE, quelle serait la fiscalité si elle venait à retirer son argent. Bonne nouvelle pour Raphaël, en tout cas en France, elle ne doit pas payer ni d'impôts ni de prélèvements sociaux sur intérêts et primes de son PEL. Donc quand on a un PEL qui rapporte 4,6% et si jamais il est au plafond, donc on ne parle pas quand même que quelques centaines d'euros, un PEL au plafond c'est plus de 60 000 euros investis. Alors tout de même deux bémols. Raphaël doit contacter sa banque et lui indiquer
qu'elle est expatriée à Londres. Si elle ne le fait pas, elle payera, et les prélèvements sociaux, comme c'est un PEL de plus de 12 ans, seront prélevés chaque année. Donc elle payera les prélèvements sociaux et la banque prélèvera un acompte de 24% sur les intérêts si elle n'a pas fait part de son statut d'expatrié à l'établissement financier. Premier bémol. Deuxième bémol, ça c'est concernant la France. Maintenant, elle vit en Angleterre. Et bien sûr, là, la fiscalité, je dirais, des intérêts engendrés sur un placement français va aussi dépendre de son statut anglais et des intérêts qu'elle a pu encaisser par ailleurs. Donc, il faut voir au cas par cas. Par contre, ce PEL est un vrai bon plan. Comme c'est un PEL ouvert avant mars 2011, elle peut le garder ad vitam aeternam. On parle quand même d'un placement sans risque, qui rapporte totalement liquide, qui rapporte du 4,6%. Elle a la possibilité de le garder à vie. Et notamment, peut-être sans impôt. Il ne faut pas qu'elle le ferme. Il ne faut pas qu'elle le ferme. Attention, effectivement, vous faites bien de le préciser, Cédric, si elle retire 1 euro, ça clôture le plan immédiatement. Autre avantage, je dirais, elle doit le conserver parce qu'il est très bien rémunéré, 4,6%. Et puis parce que si jamais elle revient en France, c'est vrai qu'elle peut utiliser son PEL pour, bien sûr, pour acquérir sa résidence principale, mais aussi, comme c'est un vieux PEL, pour acquérir une résidence secondaire neuve ou pouvoir financer même des parts de SCPI. Donc, bonne nouvelle, pour en résumer, pour Raphaël, côté français. Elle ne devrait pas payer ni prélèvements sociaux ni impôts. Et la flat tax, la fameuse flat tax qu'elle posait la question également dans son mail, elle ne devrait pas être concernée par la flat tax sous réserve d'une modification de la convention fiscale bilatérale. On peut se poser la question de savoir comment les banques arrivent encore à verser 4,6 sur des vieux PEL aujourd'hui. Je serais assez curieux de savoir comment ils arrivent en termes de distorsion de concurrence, comment ils arrivent à faire ça. Mais c'est assez impressionnant. Alors, Raphaël, cette auditrice, c'est un cas particulier. Elle est expatriée, elle a un vieux PEL, etc. Pour les Français qui nous écoutent, qui n'ont pas ouvert encore PEL, ça n'a plus d'intérêt. On est d'accord, le PEL. Voilà. Clairement, taux faible, flat tax. En particulier pour les taux aujourd'hui, pardon Christian, mais jouer la concurrence aujourd'hui, vous avez régulièrement des courtiers bancaires sur le plateau d'Intégral Placement. Jouer la concurrence aujourd'hui est beaucoup plus favorable que de faire jouer le fameux taux PEL provisionnel auquel vous pourriez bénéficier. Aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, un PEL qu'on ouvre aujourd'hui rapporte du 1% brut. Il faut encore enlever les prélèvements sociaux, c'est-à-dire très peu. Mais n'oublions pas que le PEL, il y a une phase d'épargne et puis il y a aussi une phase où on peut emprunter à des conditions très intéressantes. De mémoire, aujourd'hui, si vous ouvrez un PEL aujourd'hui, vous êtes certain de pouvoir emprunter dans 4 ans à 4 ou à 2 ou 2,2%. Aujourd'hui, ce n'est pas intéressant, mais dans 4 ans, qui sait, en fonction. Donc ce n'est pas, en vue de l'acquisition de la résidence principale, ouvrir un PEL aujourd'hui, même s'il est mal rémunéré, ce n'est pas forcément un mauvais plan. Donc le PEL, ouvrir un PEL n'a plus de sens comme produit d'épargne. En revanche, pour préparer un emprunt immobilier, là, ça a toujours été le cas. Hein. Théoriquement, il était fait pour ça. Mon cher Guillaume, là, ce dont tout le monde l'utilisait. Non, mais le cas du PEL de Raphaël est une anomalie dans l'absolu. Aujourd'hui, ce placement à l'époque, lorsqu'il offrait du 4% ou du 4,5%, n'était pas plus rentable, n'était pas plus attractif d'un point de vue rendement qu'un fonds euro ou qu'une autre typologie. Il était normalement drivé pour justement faire du financement bancaire pour acquérir sa résidence principale. Aujourd'hui, le PEL n'est ni plus ni moins qu'une énième poche que les pouvoirs publics utilisent comme le livret A pour maintenir une épargne des Français à la disposition avant tout de l'État. Non mais là, Raphaël, c'est une anomalie, effectivement, mais là, autant en profiter. Non mais ça, je suis d'accord. Cette question de qui, là? Tiens, voilà, je suis perdu. Marie-Christine, elle possède un PEA, Marie-Christine, et elle nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Un PEA qui a plus de 5 ans. Elle souhaite obtenir des revenus complémentaires, et donc, du coup, elle se demande si elle doit sortir la totalité de son capital, du PEA, ou si elle ne doit qu'en sortir petit à petit. Alors, on en parlait tout à l'heure. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il a plus de 5 ans? Oui. Est-ce qu'il a plus de 8 ans? Parce que s'il n'a que plus de 5 ans, mais moins de 8 ans, si elle sort le moindre euro, théoriquement, ça clôture. Donc là j'ai une réponse très simple. S'il a entre 5 et 8 ans, elle a un intérêt fiscal éventuellement à sortir, puisque Christian, je crois, l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a pas d'imposition sur le revenu. Elle ne subira que la CSG, sauf que là, si elle sort 1 euro, c'est terminé. Si en revanche son PEA a plus de 8 ans, là, elle a le choix. Elle a le choix entre sortir d'un coup, sortir en plusieurs fois ou sortir en rente viagère. Et là, c'est au prorata de ce qu'elle a comme confiance dans l'avenir de la fiscalité française. Et nous l'avons rappelé tout à l'heure, le PEA a cet avantage d'être fiscalisé au prorata du moment de votre investissement, pas du moment de la sortie, contrairement au compte titre. Là, après 8 ans, elle peut avoir à un moment donné une question à se dire, est-ce que je sors tout d'un coup aujourd'hui et je subis qu'un 5 ou 17,2, ou est-ce que je sors dans 1 an, dans 2 ans, et là je serai peut-être à 18, à 19, à 20 CSG, CRDS. C'est son choix. Donc tout dépendra s'il a entre 5 et 8 ou s'il a plus de 8. Moi j'ai tendance à penser aujourd'hui qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, et donc elle a intérêt à sortir et à réfléchir à d'autres options fiscales. Voilà. BFM Business,
Intégral Placement, les réponses aux questions. Allez, on évoque les ETF maintenant avec Lionel qui s'interroge. Il se demande quels sont les risques liés aux ETF synthétiques. Une question technique. Déjà, c'est quoi Alors, un ETF synthétique? Alors déjà, qu'est-ce que c'est un ETF qui n'est pas pur coton. Qu'est-ce que c'est un ETF Si vous déjà pouvez faire une réponse synthétique d'ailleurs. Alors, une réponse synthétique. Alors, les ETF, des paniers un peu, ce sont des SICAV cotés en bourse qui suivent un indice, donc beaucoup moins chargé en frais par rapport à un fonds d'investissement classique. Il y a deux méthodes, je dirais, utilisées par les professionnels pour obtenir, pour coller à l'indice. Soit ils investissent un petit peu dans toutes les valeurs de l'indice, soit ils investissent dans un actif très liquide et ils échangent la performance de cet indice contre la performance de l'indice suivi par le tracker. Je ne rentrerai pas dans la technique pour savoir s'il faut mieux la réplication physique ou la réplication synthétique. Ce qui compte en matière de tracker, comme pour l'ensemble des placements, c'est d'appliquer la sacro-sainte règle de diversification. Ne pas investir sur un tracker plus de 10%, voire même plus de 5% de son portefeuille, et ne pas investir sur un même gestionnaire plus de 20 à 30% de son portefeuille. Et là, les choses se compliquent parce qu'à Paris, les trackers détenus par les particuliers sont, je dirais, l'Ixor a une très très grosse part de marché et donc c'est pas forcément évident, je dirais, de dénicher d'autres trackers, notamment des trackers éligibles au PEA. Ceci dit, il y a 2 ou 3 gestionnaires de trackers qui sont des bons professionnels et qui ont des pépites dans leur gamme. Je vous cite, c'est Amundi, eShares et BNP Easy, et donc il ne faut pas hésiter à regarder un petit peu, je dirais, les gammes de ces professionnels-là. Et bien sûr, on les trouve facilement. Aussi de l'Ixor, et on les trouve très facilement. Tous les courtiers en ligne les proposent. Voilà, donc c'est intéressant de parler des trackers parce que personne, je dirais, les particuliers ne connaissent pas les trackers aujourd'hui en France, mais il faut bien savoir qu'aux États-Unis, plus de 50% de la collecte d'épargne auprès des particuliers s'investit sur ce type de, je dirais, de produits non identifiés, de placements non identifiés aujourd'hui en France. Donc ça va se développer. Plus, je dirais, les professionnels de la finance auront, et il y en aura de plus en plus, des contraintes en matière de réglementaire et de transparence, notamment sur les frais. Le jour où les Français prendront conscience véritablement des frais qui sont prélevés chaque année sur leur épargne, ils iront vers des placements moins chargés en commissions diverses, et donc notamment ils découvriront ces fameux trackers. Juste une toute petite remarque, pardon Christian, il faut faire attention parce que ce type de produit-là peut avoir un effet un tout petit peu pervers, parce que nous on le repère, c'est que justement le manque de pédagogie actuelle de la population épargnante moyenne française, je ne pense pas à celui qui est éveillé, je pense aux profanes classiques, fait que ces produits sont souvent présentés, un peu comme l'a été pendant des années le fonds euro, comme étant un produit certes très complexe dans sa structure et son fonctionnement, mais finalement assez simple. Ah oui, c'est comme une action. Voilà. Et finalement, on vous dit, prenez ça plutôt que de prendre une poche action, prenez ça plutôt que de prendre un OPCVM classique parce qu'il y a moins de frais, etc., etc. Le risque est de faire attention qu'on reste quand même sur des produits qui, comme tous les autres produits financiers, auront une exposition au risque importante. Et que moi, qui suis toujours dans la pédagogie, je me dis, attention que ça n'ait pas un effet pervers. Je rejoins ce que dit Christian. Christian nous disait, je crois que c'est vous qui nous disiez une fois qu'il fallait faire attention aux sous-jacents aussi, tout simplement. Bien sûr, parce que lorsqu'on investit dans un tracker CAC 40, ça veut dire que c'est de la bourse. On investit sur les marchés financiers. C'est le CAC 40, c'est assez compréhensible. Alors que si on investit sur un tracker qui suit, je ne sais pas quoi, l'évolution du gaz en Ouzbékistan, c'est quand même moins clair. Avec les trackers, un élément plaisir qui est loin d'être négligeable. Parce que lorsque vous écoutez votre radio préférée dans votre voiture, et qu'on vous annonce que le CAC 40 a pris 2%, et que le soir vous allez consulter, je dirais, la valeur de votre portefeuille, et votre tracker, il aura pris aussi 2%, moins les frais, mais ça ne joue pas sur une journée. Et ça, il y a un côté un peu jouissif, tandis que si vous investissez dans un fonds d'investissement... Parfois, hélas, la meilleure des radios annonce que le CAC baisse et le tracker a baissé aussi. Non, mais dans ces cas-là, vous allez pas regarder la valeur de votre portefeuille et vous résolvez le problème. Et globalement, cette année, le CAC a davantage monté que baissé. Donc vous avez plus de raisons d'être satisfait. Pourvu que ça dure, bien sûr. Hors dividende, Allez, il nous reste quoi? 1 minute, c'est ça? Non, 30 secondes, c'est un peu juste quand même. On répondra à cette auditeur la prochaine fois. Alors, Gabrielle, cette auditrice, qui a 200 000 euros à placer, elle souhaiterait savoir quels sont les placements offrant le meilleur rendement sur 200 000 euros. Ah oui, il faut un peu plus de 30 secondes, oui, ça c'est clair qu'il faut un peu plus. Elle en
l'embarras du choix, Gabriel. Avec nous. Bah, pas tant que ça, malheureusement. Mais qu'elle continue à écouter BFM Business, surtout Gabriel. Ah, c'est notre duo du lundi. N'est-ce pas? Stéphane Van Nuffel, bientôt prix Nobel, donc du conseil en investissement, et d'investissement.fr, et Christian Fontaine, déjà Nobel, hein, il y a 30 ans. Déjà Nobel. c'est ça. On en apprend de belles. La dernière fois, je C'était devais il y a être Premier 30 ans. ministre. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, j'étais Premier ministre la Il y dernière a 30 ans, fois. est-ce Je qu'on peut monte être en gamme. Est-ce qu'on peut être Nobel plusieurs fois, Ah, Christian? Ah, je vais le dire plus souvent. ça me rajeunit, vous avez... Rédacteur en chef du magazine Le Revenu. Merci, messieurs.